Bonjour à tous. Séance du mardi 8 février 2022 de notre cours qui n'en finit pas de commentaires sur la devise républicaine. Oui, je viens de dire ce cours qui n'en finit pas. Alors, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un peu la façon dont je travaille. Ce cours, bien sûr, je le prépare, je le rédige même avant de l'enregistrer ici devant mon ordinateur, mais c'est un fait aussi que je ne cesse de le retravailler, de le modifier, de le transformer, à tel point qu'il n'a plus grand-chose à voir avec la base dont j'étais parti, qui était un cours que j'avais fait en Cannes il y a quelques années maintenant, avant de partir à la retraite. Non seulement, d'ailleurs, je le rectifie dans les étapes à venir, celles que je n'ai pas encore ici enregistrées, mais je rectifie même ce qui a été fait avant, ce qui fait que si je reprenais aujourd'hui, depuis le début, le cours dans l'état où il se trouve dans mes fichiers informatiques, eh bien, ce serait encore un peu différent et quelquefois sensiblement différent de ce que vous avez entendu depuis que ce cycle a commencé. Bon, j'essaierai quand même de ne pas trop enfler sur la fin ce que je fais, mais c'est un fait qu'au fur et à mesure que je prépare, je lis de nouvelles choses, je réfléchis aussi un petit peu quand même, et je m'aperçois que des perspectives doivent être modifiées, que des choses doivent être ajoutées, ce qui fait que ça a tendance à la fin, et dans cette période de conclusion en particulier, à enfler peut-être un peu démesurément. Au point d'ailleurs qu'à force de reprendre ça et de le rédiger, parce que je le rédige entièrement, eh bien, je commence à songer éventuellement peut-être à proposer une publication à un éditeur. Mais ça, c'est pour encore un peu plus tard. Alors, j'en étais, nous nous trouvons maintenant dans cette partie de la conclusion que je consacre à certaines difficultés particulières inhérentes à chacune des notions de la devise républicaine. J'en étais à examiner la première de ces notions qui est la liberté. Et je l'avais dit, je choisis comme fil conducteur pour examiner ces difficultés inhérentes aux trois notions de la devise républicaine, je choisis l'énoncé de l'article 1er de la Constitution de la France, qui déclare que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Alors, j'ai précédemment, avant de m'intéresser plus précisément à la notion de liberté, j'ai réfléchi sur le fait que la devise ne mentionne ni l'indivisibilité ni la laïcité. Alors maintenant, concernant la liberté, ce que je voudrais montrer, c'est comment la notion de liberté s'articule à celle de démocratie, donc terme qui est retenu par le texte de la Constitution, article 1er, pour caractériser la République française. Et comme je l'avais annoncé, pour comprendre le lien qui unit, c'est un lien véritablement profond et organique, peut-on dire, qui unit la liberté et la démocratie, il faut analyser un peu la signification de cette notion de démocratie. Alors, naturellement, il n'est pas plus ici possible pour moi d'être exhaustif, et d'ailleurs je n'aurai pas la capacité de produire des analyses visant à cette exhaustivité au sujet de l'idée de démocratie, qui est évidemment d'une très grande richesse, ne serait-ce qu'en raison de la profondeur historique à laquelle nous sommes renvoyés, puisque, vous le savez, c'est une idée qui ne date pas tout de même d'hier. Je distinguerai deux significations de l'idée de démocratie. À la première de ces deux significations correspond l'idée de souveraineté populaire. Le principe de la souveraineté populaire veut qu'il appartienne aux individus assujettis à une loi, à une autorité, à l'autorité de la loi, puisque c'est ce qui définit la République. C'est la définition que donne Rousseau. J'entends par République tout État qui est organisé selon des lois. Eh bien, souveraineté populaire, cela veut dire que l'autorité de la loi n'est rien d'autre que la volonté de ceux-là même qui sont assujettis à cette loi. C'est ce que signifie la dualité des termes sujet et citoyen. Je suis sujet de l'État républicain en tant que je suis assujetti à la loi de cet État.
j'en suis citoyen cette fois-ci au sens où je suis titulaire du droit, je détiens le droit de définir moi-même la loi à laquelle je suis soumis, ce qui est d'ailleurs expressément mentionné dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en son article 6, qui contient ces deux phrases: la loi est l'expression de la volonté générale, tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation, à la formation de la loi. Je répète, la loi est l'expression de la volonté générale, point. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Il faudrait bien entendu ici préciser l'idée de volonté générale qui est, vous le savez sans doute pour du moins beaucoup d'entre vous, qui est d'origine rousseauiste, hein, puisque c'est le concept, on peut dire, central du contrat social, et qui ne signifie pas du tout la même chose que, par exemple, volonté majoritaire, et même volonté unanime. La volonté générale, ce n'est pas la volonté du plus grand nombre, ce n'est pas la volonté de la majorité, c'est une notion qui se définit tout à fait autrement. Ce que Rousseau appelle volonté générale, et c'est le sens que lui donne Rousseau dans le contrat social qui se trouve repris dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ce que Rousseau appelle volonté générale, c'est ce que pourrait vouloir, c'est ce que voudrait le corps social, l'association politique, on peut dire aussi l'État d'une certaine façon, mais l'État pas au sens de l'appareil, l'État au sens de la communauté civique, avec tous les membres humains qui la composent. La volonté générale, c'est ce que voudrait, ce que pourrait vouloir l'association politique si elle était, comme nous le sommes individuellement, douée de la faculté de vouloir. Si elle avait un esprit capable de former une volonté, eh bien sa volonté se tournerait vers ce qui est bon pour elle, et ce qui est bon pour elle, c'est ce qui est bon pour le bien commun, pour l'intérêt commun. C'est-à-dire que dans l'expression volonté générale, l'adjectif général ne renvoie pas à la source, à l'origine de la volonté, c'est-à-dire au sujet qui forme cette volonté. Je répète, ça veut dire que volonté générale, ça ne signifie pas volonté de la majorité des citoyens, ni même volonté de la totalité des citoyens. La volonté est générale non pas par sa source ou son origine, elle est générale par son objet. Et ce qui est général ici, c'est l'intérêt. La volonté générale est la volonté qui veut l'intérêt général. C'est ça que signifie l'expression volonté générale. C'est pourquoi il est parfaitement possible à un individu tout seul de former en lui, en son esprit, la volonté générale. C'est difficile parce que chacun a évidemment tendance à porter sa volonté dans la direction de ce qui l'intéresse, de ce qui l'avantage individuellement, personnellement. Je veux dire que si vous arrivez par exemple à vous prononcer sur, je ne sais pas, par exemple un référendum à l'échelle municipale sur le plan de circulation dans la ville, les sens interdits, l'organisation de la circulation automobile dans la ville, évidemment, vous serez sujet à la tentation de voter au référendum pour le plan qui favorise vos petites affaires en fonction de l'endroit où se trouve votre lieu d'habitation, votre lieu de travail, l'école de vos enfants, etc. Bon, former la volonté générale, en soi, pour un citoyen qui est confronté à ce genre de difficultés, c'est de se demander, à ce genre de choix, c'est de se demander quel est le plan de circulation le plus adéquat pour la cité considérée à l'échelle municipale dans sa totalité. Voilà ce que signifie volonté générale chez Rousseau. Je reviens donc à cette première définition de la démocratie. La première définition, c'est donc la définition par la volonté générale. Ce que veut dire pouvoir du peuple. Hein. Démocratie, étymologiquement, c'est le pouvoir du peuple. Spinoza, au chapitre 5 du traité théologico-politique, plus précisément au paragraphe 9, donc je suis dans le traité théologico-politique de Spinoza, donne la définition suivante.
C'est un texte qui date de la deuxième moitié du XVIIe siècle, qui a été publié, je crois, en 1670. Voici la définition qu'il donne de la démocratie. Ouvrez les guillemets, toute la société, si c'est possible, doit détenir collégialement le pouvoir pour qu'ainsi tous soient tenus d'être soumis à eux-mêmes et que personne ne soit tenu d'être soumis à son égal. Je répète, toute la société, si c'est possible, doit détenir collégialement le pouvoir pour qu'ainsi tous soient tenus d'être soumis à eux-mêmes et que personne ne soit tenu d'être soumis à son égal. On retrouve ici, donc fin de citation, on retrouve ici le principe qu'on a déjà rencontré chez les penseurs de l'âge classique, dont fait partie Spinoza, et plus encore des Lumières. On peut dire que c'est le sens, philosophiquement peut-être, le plus profond de l'idée de liberté politique. C'est à ce sens que correspond l'idée d'autonomie. Être autonome, c'est se donner, c'est l'étymologie grecque, à soi-même, autos, sa loi, nomos. Donc, l'idée d'autonomie s'incarne au niveau politique dans le principe de la souveraineté populaire. Seulement, il se pourrait que ce sens, cette acception de l'idée de démocratie ne soit pas politiquement le seul décisif, et peut-être même qu'il ne soit pas le plus décisif. Alors, quelle serait l'autre signification? Eh bien, la voici. Je vais la trouver chez ce philosophe anglais d'origine autrichienne qui a vécu pendant une longue durée du XXe siècle, le philosophe Karl Popper. Karl Popper, qui est un esprit extrêmement... d'abord un philosophe très important du XXe siècle, ensuite un esprit extrêmement vif, ouvert, intelligent, et on a envie de dire dans des directions multiples qui sont aussi bien l'épistémologie, la philosophie des sciences, l'ontologie, la métaphysique, la morale aussi, et bien entendu la philosophie politique. C'est quelqu'un qui a travaillé dans tous ces domaines et qui nous a laissé des ouvrages d'une importance absolument cruciale pour la philosophie au XXe siècle. Eh bien, Popper, dans un texte intitulé « Observations au pluriel », Observations sur la théorie et la pratique de l'État démocratique, c'est un texte de 1988. Observations sur la théorie et la pratique de l'État démocratique. C'est un texte que vous trouverez, d'abord je le fais figurer sur mon blog, vous trouverez le texte sur mon blog, et il se trouve dans un petit recueil de textes de Popper, publié dans les éditions 10-18, sous le titre « La leçon de ce siècle ». Voilà, c'est un petit volume intitulé « La leçon de ce siècle » qui regroupe plusieurs articles de philosophie politique principalement, dont celui-ci « Observation au pluriel sur la théorie et la pratique de l'État démocratique ». Eh bien, Popper récuse cette assimilation de la démocratie à la souveraineté populaire, pour cette raison que l'exercice de cette souveraineté populaire eh bien, peut conduire à l'instauration d'une dictature. Il vaut mieux ici, lorsqu'on cherche un exemple de cette possibilité pour la souveraineté populaire de déboucher finalement sur une dictature, il vaut mieux être prudent avant de recourir à l'exemple très souvent repris d'un Troisième Reich, d'un État national socialiste qui serait purement et simplement le produit d'un suffrage électoral venu du peuple allemand. Le Parti national-socialiste de Hitler n'a jamais été majoritaire dans aucune élection, et c'est une façon extrêmement simpliste et fausse, historiquement fausse, de présenter les choses que de faire du nazisme le fruit, le résultat de l'exercice même de la démocratie entendue au sens de la souveraineté populaire. Il reste que, bien sûr, il y a eu un processus électoral durant lequel on a vu le Parti national-socialiste croître en suffrage, mais l'accession d'Hitler et des nazis au pouvoir en Allemagne en 1933 n'est pas le résultat, on va dire, simple, naturel, le débouché de l'exercice de la pratique démocratique. Mais je reviens donc à la thèse de Popper.
Qu'est-ce que Popper reproche donc à la souveraineté populaire? De ne pas être un rempart suffisant contre la dictature. Qu'est-ce qu'une dictature? Popper entend par dictature une forme de gouvernement. Alors ici, je vais citer plusieurs passages, vous trouverez le texte dans son intégralité sur le blog. Par dictature, Popper entend une forme de gouvernement, ouvrez les guillemets, moralement mauvaise, parce qu'elle condamne les citoyens de l'État, contre leur conscience et leur conviction morale, à la collaborer avec le mal, ne serait-ce que par leur silence. Fin de citation. Donc, une forme de gouvernement, ouvrez les guillemets, moralement mauvaise parce qu'elle condamne les citoyens de l'État, contre leur conscience et leur conviction morale, à collaborer avec le mal, ne serait-ce que par leur silence. Fin de citation. De cette définition, qui, donc, je répète, fonde la notion de dictature, la définition de la dictature au niveau moral, au niveau éthique. La dictature nous contraint d'entrer en collaboration avec le mal. Et ici, la notion de mal doit être entendue en un sens moral. Ça veut dire que je vais être obligé, je vais être forcé plutôt de collaborer avec un régime qui torture, avec un régime qui tue, avec un régime qui enferme, bref, qui fait des choses qui vont à l'encontre de ce que permet la morale. De cette définition de la dictature, Popper tire une conclusion politique qui est celle-ci. Cette conclusion, c'est qu'il nous faut, alors ouvrez les guillemets, et c'est ça qui va définir la démocratie, il nous faut, ouvrez les guillemets, des institutions dotées de moyens de se défendre contre la dictature. Voilà ce qui définit la démocratie, un système d'institutions doté de moyens de se défendre contre la dictature. C'est-à-dire un système d'institutions qui nous permettrait, si la dictature menaçait de s'instaurer, qui nous permettrait, alors, ouvrez les guillemets à nouveau, nouvelle citation, de se débarrasser du gouvernement sans effusion de sang lorsque celui-ci enfreint ses droits et ses devoirs, mais aussi lorsque nous jugeons sa politique mauvaise ou erronée. Le problème n'est donc pas celui du pouvoir, ni de savoir qui le détient, mais que le gouvernement n'ait pas trop de pouvoir. Fermez les guillemets, fin de citation. Vous voyez ici, Popper fait une distinction entre le pouvoir, c'est-à-dire la question de savoir qui détient l'autorité, et l'essentiel pour lui n'est pas de savoir si c'est le peuple ou quelqu'un d'autre. La question essentielle est de savoir quelles sont les formes que va prendre le pouvoir. C'est la distinction entre la détention de l'autorité suprême, de la souveraineté dans l'État, et les formes dans lesquelles s'exerce par le gouvernement l'exercice de ce pouvoir. Eh bien, l'essentiel, c'est que le gouvernement n'ait pas trop de pouvoir, de façon qu'il demeure toujours possible, si les individus citoyens désapprouvent la façon dont l'État est gouverné, que les individus citoyens puissent se débarrasser du pouvoir. Vous voyez, c'est, si vous voulez, une définition négative de la démocratie. Dans la définition par la souveraineté populaire, vous aviez une essence positive de la démocratie. La démocratie, c'est le régime dans lequel l'autorité souveraine est détenue par le peuple. Ici, chez Popper, nous avons une définition négative. Il y a démocratie lorsqu'il reste possible que la dictature ne s'installe pas. Et donc, la démocratie ne se définit plus par la souveraineté, mais comme, dernière citation de Popper, forme d'État permettant de destituer le gouvernement sans que le sang soit versé. Forme d'État permettant de destituer le gouvernement sans que le sang soit versé. Fermez les guillemets. Sans que le sang soit versé, vous avez à nouveau ici, et tout à fait logiquement, une référence à la violence et donc une référence à l'instance morale. C'est ici finalement, si vous voulez, l'exigence morale qui définit l'exigence politique suprême
qui n'est pas que, en bonne logique rousseauiste, l'autorité souveraine soit détenue par ceux qui lui seront soumis, mais exigence morale qui demande tout à fait autre chose, à savoir que les conditions soient réunies pour qu'il n'y ait pas de violence, pour que du sang ne soit pas versé, pour qu'il n'y ait pas de torture, pour qu'il n'y ait pas de détention arbitraire, pour qu'il n'y ait pas, bref, tout ce qui caractérise les dictatures au sens le plus, je dirais, commun du terme, hein, parce que le terme de dictature, le mot de dictature, a une longue histoire, une très longue histoire qui remonte, vous le savez probablement pour certains d'entre vous qui connaissent un peu l'histoire ancienne, qui remonte à la Rome républicaine, hein, dans laquelle il y avait une possibilité d'instituer, c'était prévu par les institutions normales, d'instituer une dictature, un pouvoir temporaire, en cas de péril pour la sûreté de l'État, et de péril grave, de péril mortel. Mais ici, ce n'est pas du tout de ça qu'il est question. De la même façon, par exemple, vous savez peut-être que dans la théorie de Marx et Engels, puis de Lénine, la notion de dictature du prolétariat joue un rôle central. Mais ça ne signifie pas non plus du tout la même chose que ce que nous entendons aujourd'hui par dictature. À la limite, on est beaucoup plus près d'ailleurs de la signification romaine du terme. Dictature du prolétariat, ça ne veut pas dire que le prolétariat instituera des camps, des prisons, etc. Même si c'est effectivement ce qui s'est passé dans les pays qui ont fait une révolution d'inspiration marxiste. Effectivement, le Parti communiste, le parti unique, a instauré des camps, des prisons, a torturé, a détenu de façon arbitraire, etc. Ça, c'est tout à fait certain. Mais le concept de dictature du prolétariat a une toute autre signification que celle que lui donne Popper. Dans la définition de Popper, ce qui fait l'essence de la dictature, c'est la forme violente, sanglante, sanguinaire, quelquefois même, du gouvernement. Alors, j'ai donc évoqué ces deux significations, à mon avis, très distinctes, très différentes, et en même temps dont la distinction est, à mon avis, un impératif de philosophie politique tout à fait cardinal, distinction donc des deux significations de la démocratie comme, premièrement, forme de souveraineté et deuxièmement, forme de gouvernement. Alors, telle qu'elle se définit à partir de la philosophie, et plus précisément encore de l'anthropologie des Lumières, puis telle qu'elle a été reprise par l'énoncé de la Déclaration de 1789, la notion de liberté, qu'on va retrouver dans la devise républicaine, eh bien, implique conjointement, je pense, ces deux aspects, ces deux définitions de la démocratie. La souveraineté populaire, c'est la forme de souveraineté que prend, à l'échelle collective de l'association politique, le principe d'autonomie individuelle. Si vous voulez, la souveraineté populaire est la transcription au niveau de l'association politique, de la communauté, de la cité, c'est la transcription, c'est la transposition, plus exactement, la transposition de l'exigence d'autonomie individuelle, qui est la définition que les Lumières se donnent de la liberté, conformément à la très célèbre formule de Rousseau dans le Contrat social, au chapitre 8 du premier livre du Contrat social, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Voilà la définition de la liberté que reprennent l'âge classique et les Lumières, définition qui, soit dit en passant, suffit à ruiner comme une puérilité, à ruiner comme une ineptie, l'idée qu'il y aurait d'autant plus de liberté, à l'échelle de l'individu d'ailleurs, comme à l'échelle de la collectivité, qu'il y aurait d'autant plus de liberté qu'il y aurait moins de lois. Donc, tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à la formation de la loi. La loi est l'expression de la volonté générale. Ça, c'est en effet une notion de la liberté, une idée de la liberté qui est impliquée déjà
non seulement dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, mais en deçà, en amont, dans toute la philosophie et l'anthropologie des Lumières. Mais les penseurs du XVIIIe siècle, les philosophes, comme on dit, puisque le XVIIIe siècle est l'âge de la philosophie, les philosophes du XVIIIe siècle ne se sont pas contentés d'établir, je dirais, le sens que j'avais qualifié de philosophiquement le plus profond du concept de liberté naturelle et de liberté civile comme autonomie. Ils ont aussi, ces mêmes philosophes, dégagé les droits particuliers que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen mentionnera au fil des articles après les 6 articles fondamentaux sur lesquels je me suis appesanti plus spécialement dans mon commentaire. Lorsque les philosophes, Voltaire par exemple, parce que c'est celui qui peut-être au XVIIIe siècle incarne de la façon la plus éloquente, la plus manifeste, cet impératif, cette exigence, lorsque Voltaire par exemple lutte contre l'intolérance, contre l'arbitraire royal, contre la domination d'un État asservi dans une large mesure, par exemple aux exigences religieuses, eh bien, ce qu'il défend, ce n'est plus du tout la liberté comme autonomie de la volonté, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, en mettant le terme au pluriel, c'est ce qu'on appelle les libertés. Les libertés, dont vous savez qu'on les qualifie, et ce n'est pas sans raison, je vais y revenir très brièvement, les libertés qu'on qualifie de fondamentales, qui sont alors mentionnées par la Déclaration des droits et qui sont la propriété, la sûreté, alors on pourrait ajouter la présomption d'innocence, les libertés d'opinion, de croyance, d'expression et de communication des idées. La résistance à l'oppression, qui est mentionnée dans les droits naturels et imprescriptibles de l'homme à l'article 2 de la Déclaration, c'est un cas à part qui a fait l'objet de très longues et de très âpres discussions et qui évidemment est par essence problématique parce que dire de l'association politique qu'elle a pour but de protéger, de garantir le droit à l'insurrection, à la résistance quand il y a oppression, affirmer cela, c'est confier à l'association politique elle-même, c'est confier à l'État la charge, la mission de protéger et de garantir un droit dont l'exercice va se tourner directement contre lui. Et il y a évidemment une difficulté de principe à inscrire au nombre des obligations qui incombent à l'association politique un droit dont l'exercice, évidemment, ne peut que, je répète, se tourner contre cette association politique elle-même et les formes politiques qu'elle prend. Mais je laisse cette question du droit de résistance à l'oppression de côté. Ce qu'on appelle les libertés fondamentales, dont je viens d'énumérer quelques-unes et dont on voit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen parcourir le réseau durant les articles et jusqu'à la fin, puisque le dernier article est consacré au droit de propriété, eh bien, tout cela aussi a fait l'objet du combat, des préoccupations des philosophes du XVIIIe siècle. Et ce sont là tous les droits, précisément, dont la protection incombe aux institutions démocratiques telles que les conçoit Karl Popper. Donc, vous voyez que si l'on remonte aux racines, si l'on plonge plus profondément jusqu'aux origines et aux racines des notions que l'âge classique, XVIIe siècle, et le XVIIIe siècle se font de la liberté, eh bien, on trouve les fondements de ces deux concepts de liberté, autonomie et liberté fondamentale. Alors, je reviens un instant sur ce pluriel, les libertés, et sur cet adjectif fondamental. Il est tout à fait important de le rappeler régulièrement que ces libertés sont fondamentales, même si elles ne semblent pas, dans la façon dont elles s'organisent au sein du dispositif républicain, se trouver au fondement. Au fondement,
on trouverait plutôt la souveraineté populaire et l'idée d'autonomie. Quant aux libertés fondamentales, elles semblent plutôt se présenter comme des espèces de conséquences, d'effets de cette liberté fondamentale qu'est l'autonomie et la souveraineté populaire, puisque si les citoyens veulent ce qui est bon pour l'intérêt général, ils voudront les droits fondamentaux, ils voudront les libertés fondamentales que j'ai énumérées précédemment. Elles sont fondamentales, alors je dirais, non pas au sens philosophique, mais au sens politique, c'est-à-dire que si vous les supprimez, eh bien, vous privez de sa base, vous privez de ses fondations l'édifice politique de la République, c'est-à-dire que cet édifice ne peut plus se maintenir, tout simplement. Si, par exemple, vous supprimez la liberté d'expression et de circulation des idées, eh bien, la conséquence, c'est que vous ne pouvez plus, pour les citoyens, vous rendez impossible aux citoyens de former en eux la volonté générale, puisque pour un citoyen, former dans son esprit la volonté générale, c'est vouloir ce qui est bon pour l'intérêt commun, l'intérêt public, pour le salut commun, comme on l'a dit à certaines époques. Vous l'empêchez de le faire parce que vous l'empêchez de confronter la conception qu'il en a aux conceptions qu'en ont d'autres citoyens. Vous l'empêchez, par exemple, de tempérer sa tendance naturelle, spontanée, normale à l'égoïsme, à la préférence pour lui-même, en entendant s'élever des voix qui vont contre cet égoïsme, ne serait-ce que quand mon égoïsme rencontre l'expression de l'égoïsme des autres dans un débat public, je me rends compte, moi, j'ai le moyen là de me rendre compte du fait que dans la proposition que je faisais, par exemple dans un débat, ce n'était en réalité que ma volonté particulière qui s'exprimait. Et donc, si l'on veut que la démocratie vive comme autonomie, si on veut qu'elle existe comme souveraineté populaire, il faut que cette démocratie soit une démocratie qui respecte les libertés fondamentales, par exemple, comme je viens de le dire, la liberté d'expression et de communication. Il y a un passage très intéressant de Kant dans un petit opuscule qui s'intitule « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?», dans lequel il critique cette idée assez répandue qu'au fond, l'État peut toujours, qu'un système, qu'un régime tyrannique peut toujours nous empêcher d'exprimer nos pensées, de les communiquer à autrui, mais qui ne pourrait en aucun cas nous empêcher de les former librement. Et c'est tout à fait faux, dit Kant, car, dit-il, il pose la question, mais penserions-nous bien et penserions-nous beaucoup si nous ne pensions en commun avec d'autres? Et donc, non seulement l'État est tout à fait en mesure, ça c'est une banalité, chacun le sait, de faire obstacle à l'expression de nos pensées, à la communication de nos idées, mais il est aussi tout à fait en mesure de faire obstacle à leur formation, Ou alors il faudrait tomber dans cette espèce de naïveté que j'ai trouvée un jour dans une copie de baccalauréat, dans laquelle le candidat écrivait que les sourds et les aveugles ont bien de la chance parce qu'ils n'ont que des idées personnelles. Oui, puisqu'ils ne sont pas en contact avec les idées des autres. Ils n'ont que des idées personnelles puisqu'ils n'entendent rien de ce que disent les autres et qu'ils ne lisent rien de ce qu'écrivent les autres. Et donc, sauf à tomber dans ce qui est évidemment une niaiserie, eh bien oui, il faut admettre qu'un État tyrannique, un État totalitaire, un État dictatorial est tout à fait en mesure de faire obstacle à la formation même de nos pensées, dont parmi lesquelles cette pensée qui est au cœur même de l'exigence démocratique, la capacité de former en soi la volonté générale selon la définition qu'en donne Rousseau. Donc, il est tout à fait vrai que ces libertés sont fondamentales. Elles ne sont pas simplement une espèce de décorum ou de luxe, comme vous allez nous le faire croire certains, parce que aujourd'hui, c'est le fond de ce qu'on appelle la pensée illibérale. Et ces régimes illibéraux qu'on voit fleurir jusqu'en Europe, qui nous disent que les libertés, c'est bien joli, que les libertés, les grandes libertés là qu'on énumère et dont se gargarisent les sociétés dites libérales, c'est bien joli,
mais c'est au détriment de la volonté populaire, parce que ce que le peuple veut, par exemple, ce n'est pas qu'on puisse dire tout ce qu'on pense, et ce n'est pas qu'on puisse, par exemple, se marier forcément à qui l'on veut, ce n'est pas que l'on puisse interrompre volontairement une grossesse, et que par conséquent, si l'on veut revenir au principe de la démocratie qui est la souveraineté populaire, alors il faut en rabattre sur ces libertés fondamentales. Non, elles sont bien fondamentales au sens où elles ne sont pas une espèce de bonus ou de plus que ce serait octroyé des sociétés dont la caractéristique serait principalement, aux yeux de ces régimes illibéraux, au fond, la décadence et le laxisme. Reste ensuite la question de la liberté civile, car si l'on revient encore une fois à l'article 4 de la Déclaration, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, on est bien obligé de se poser la question, qu'est-ce que c'est que nuire à autrui? À partir de quand un citoyen est-il fondé à se plaindre d'un dommage que je lui infligerais en agissant, en parlant ou en écrivant de telle ou telle façon? Alors dans certains cas, les choses sont très claires. Il est évident que si je fais du tintamarre à 3 heures du matin toutes les nuits dans mon immeuble, je nuis à autrui. Si je vends comme commerçant de la marchandise frelatée, je nuis à mes clients. Il n'est même pas toujours nécessaire que le dommage soit effectif. Vous nuisez à autrui, même si vous ne provoquez pas d'accident, quand vous traversez une agglomération à 100 à l'heure. Ça, il faut bien sûr en être conscient. Du reste, vous savez par exemple peut-être que le code pénal considère comme caractérisée l'agression à main armée, même si vous avez brandi une arme factice, avec laquelle vous ne pouvez faire de mal à personne. Alors là, les choses sont assez claires, mais bien souvent, elles le sont beaucoup moins. Est-ce que je nuis aux fidèles d'une religion si je caricature telle ou telle figure, par exemple un prophète de cette religion? Dans quelle mesure le sentiment, par exemple, d'avoir été offensé peut-il constituer un motif légitime de prétendre qu'on m'a nui? C'est un problème très sérieux, évidemment, qu'on rencontre aujourd'hui de façon très récurrente. Par exemple, Michel Houellebecq a été relaxé après avoir été condamné, mais il a été finalement blanchi par la justice pour avoir écrit ou dit, je ne sais plus, je crois que c'est dans une interview, que l'islam était la religion la plus con. Bon, voilà. Eh bien, est-ce que je nuis aux musulmans? Est-ce que je nuis à mes semblables individus citoyens en disant à certains d'entre eux, en leur disant que la religion à laquelle ils croient, dont ils sont les adeptes, est la religion la plus con? C'est une sérieuse question. Et d'autres questions vont surgir si on considère l'énoncé de l'article 5, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Mais qu'est-ce que nuire à la société? Qu'est-ce que nuire à la société? Quelle est cette entité, la société? Et qu'est-ce que cela peut vouloir signifier que d'infliger un dommage à la société en tant que telle? Est-ce qu'on parle de la totalité, de la somme des individus qui entrent dans la constitution, la composition de cette société, ou est-ce qu'on parle de la société comme institution elle-même, considérée comme un tout? Parce que là, on débouche sur la redoutable notion de raison d'État. Est-ce que lorsque je nuis, lorsque je mets en péril, par exemple, la sûreté de l'État, je nuis à la société au titre de la déclaration? Oui, et d'ailleurs au titre de la loi également, bien entendu, puisque c'est bien nuire à quelque chose qui est notre bien commun que, par exemple, divulguer des secrets relatifs à la défense nationale. C'est bien nuire à l'intérêt commun et à la société que de fabriquer de la fausse monnaie, même si, et c'est nuire à tous, même si le nombre de personnes qui ont été trompées par mes faux billets, par exemple, reste extrêmement limité. J'ai porté atteinte à la crédibilité de la monnaie, etc. Qui est-ce qui est juge de ce qui est nuisible à la société? Donc là, on a affaire à des problèmes très redoutables. Ces articles
4 et 5, eh bien, nous posent plus de problèmes finalement qu'ils ne nous mettent en position d'en résoudre. Alors, je ne traiterai pas ces problèmes. Là, on entre dans des questions extrêmement délicates qui font l'objet de nos débats perpétuels sur la manière d'appliquer telle ou telle loi et a fortiori d'appliquer tel ou tel principe républicain. Mais bien sûr, ces problèmes sont des problèmes pratiquement et politiquement, très souvent, d'une grande urgence, en tout cas, qu'il est impossible, évidemment, de traiter avec légèreté ou de considérer comme négligeable. Voilà, j'en ai fini. Alors, c'était tout à fait abusif de dire que j'en ai fini, mais parce que j'en ai pas du tout fini, il faudrait aller plus loin. Je n'irai pas plus loin, plutôt, dirais-je, je n'irai pas plus loin sur la notion de liberté. Et dans la deuxième partie de cette séance du 8 février 2022, eh bien, je m'intéresserai aux questions relatives à l'égalité. Il faudra là être encore un peu plus long. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.